Françoise a entrepris sa première expérience de jeûne à l'âge de 18 ans. Et depuis, elle jeûne chaque année. Après ses études de médecine à Genève et son doctorat à Bâle, elle poursuit sa formation en Suisse et en Allemagne. Elle dirige avec son mari, petit-fils du docteur Böchinger, les cliniques Böchinger à Oberlingen, vous me corrigerez si je fais des erreurs de prononciation allemande, en Allemagne, et à Marbella, où je suis un peu plus familier, en Espagne, où l'on pratique le jeûne avec suivi médical. Françoise est directrice médicale des cliniques et elle pratique le jeûne régulièrement dans une ambiance dite hôtellerie médicalisée. Elle est également membre de la fondation Kousmine et met ses connaissances, son expérience à la disposition de ceux et celles qui désirent prendre leur santé en main. Auteur de très nombreux articles et également d'ouvrages, je vous remercie d'accueillir chaleureusement Françoise Villémy de Toledo. Merci beaucoup d'être avec nous. Cher professeur Pavie, chers étudiantes et étudiants de l'ESSEC, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. La journaliste m'a demandé tout à l'heure pourquoi est-ce que j'avais accepté. Je trouve que c'est passionnant de connaître l'opinion des gens jeunes. Je pense que c'est très important pour vous de prendre votre santé en main au moment où vous n'êtes pas malade, pour la plupart d'entre vous, mais qu'avec l'avance des années, selon la façon dont vous vous nourrirez ou le style de vie que vous adopterez, ça peut avoir des conséquences énormes, en positif comme en négatif, sur votre santé. Et sans parler de la capacité d'étude et d'étudier, qui évidemment peut être aussi modulée en fonction d'un style de vie. J'ai moi-même 2 fils qui ont 30 ans et 29 ans, qui ont terminé aussi leur business school. Et je trouve, moi personnellement, je parle beaucoup mieux avec la génération de mes fils qu'avec la génération de mon mari. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, peut-être, à ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ou ce dont je vais vous parler, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le jeûne. Professeur Pavie me disait, vous allez être comme un extraterrestre aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, pour vous, le mot jeûne ne semble peut-être pas signifier grand-chose. Et c'est la raison pour laquelle, bien que je ne vois pas beaucoup dans la salle, est-ce que vous pourriez lever la main, ceux et celles qui ont eu déjà une expérience de jeûne, quelle qu'elle soit? Ah ouais, ça fait quand même un petit 30%, 40%, pas si mal. Bon, alors on est vraiment sur la planète Terre, pas d'extraterrestres, merci. Plusieurs extraterrestres. Oui, c'est peut-être dans ce sens-là. Ouais. Très bien, merci. Donc, je vois que je suis quand même dans un public avisé et informé. Pour les autres, j'aimerais vous demander simplement de faire l'expérience ou de prendre ce que je vous dis carrément en vous-même. En principe, vous avez mangé. J'ai regardé un peu discrètement. Ça pourrait être amélioré, mais dans l'ensemble, vous devriez avoir mangé, donc vous devriez avoir un certain sentiment de satiété maintenant. Si c'est le cas, certains d'entre vous vont avoir même tendance à somnoler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous endormir pendant quelques minutes. C'est ce que font les Japonais sans aucune espèce de scrupule. En général, ça s'appelle la mini-sieste. On se réveille après quelques minutes et puis on est de nouveau capable d'écouter. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Pour les autres, le sentiment de satiété, c'est quelque chose que l'on devrait connaître, qui nous est peut-être même pas tellement conscient parce qu'on mange souvent machinalement, mais qui est quelque chose qui n'est pas évident aujourd'hui. Il faudrait avoir un sentiment de gratitude si on a le sentiment de satiété, mais surtout de se dire que l'alimentation est régie par le sentiment de satiété et par la faim. Ce sont les 2 pôles qui font que de temps en temps, on a, avec une certaine rythmicité, vu la taille de notre tube digestif, on va manger, on arrête de manger, on attend, on vit, on fonctionne, on travaille, et puis ensuite on a de nouveau faim et on recommence à manger. Ça, c'est cyclique. Et puis il y a la longue pause de la nuit. Et pendant la nuit, qu'est-ce que vous faites? Vous jeûnez. C'est pour ça qu'on appelle le premier repas de la journée le petit déjeuner, ensuite le déjeuner, breakfast. Donc déjà dans notre vocabulaire, nous avons la preuve que le corps jeûne, c'est-à-dire, et on va voir ce que ça veut dire. Le jeûne est quelque chose qui était évident à d'autres époques. Vous voyez,
Pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est parce que nous vivons sur une planète qui a des saisons. Et quand on a des saisons, on a forcément des périodes où il y a beaucoup de soleil, des périodes où il n'y a plus de soleil. Quand il y a beaucoup de soleil, il y a toujours de la nourriture. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de nourriture. En hiver, vous avez de la nourriture dans les supermarchés, mais vous n'en avez pas dans les jardins. Or, aujourd'hui, évidemment, on se nourrit avec des nourritures qui sont conservées ou qui sont apportées de pays chauds. Mais sinon, on serait tous ici, à la fin de l'hiver, en train de faire une espèce de jeûne complet ou semi-jeûne selon ce qu'on aurait pu conserver dans nos tanières, ou je ne sais pas comment vivaient les gens il y a des millions d'années. Donc, jeûner, c'est parce qu'il y a des périodes, il y a une discontinuité dans l'apport de nourriture. Et au fond, ça se résume comme ça. Prenons nos pays en Europe. Vous avez l'été. À l'été, il y a beaucoup de soleil, il y aura beaucoup de nourriture. Vous allez fonctionner avec cette nourriture, vous la mangez, vous la digérez, vous l'absorbez, vous avez la nourriture. Vous avez aussi des éléments qui vous permettent de renouveler votre corps là-dedans. Et puis, l'excédent va dans les réserves. La fameuse graisse qu'on aimerait tous perdre, même quand on n'en a pas assez. Mais la graisse, c'est de la nourriture en réserve, en fait. Il faut vous représenter ça. C'est une extraordinaire invention de la nature pour permettre à l'espèce humaine et à des espèces animales de subsister. Car quand il n'y a plus de nourriture, comment est-ce qu'on va vivre? Et comment est-ce qu'on peut avoir une merveilleuse possibilité de se nourrir quand il n'y a pas de nourriture extérieure, qui est tout le temps disponible, cette nourriture, et qui ne s'abîme jamais dans le corps comme graisse. Donc apprenons à aimer notre graisse, mais à la garder dans les limites normales. Donc vous accumulez de la graisse quand vous mangez en excès, ce qui était autrefois possible seulement dans les belles saisons, et puis quand l'hiver arrive, on a à ce moment-là moins de nourriture et la graisse de nos réserves est mobilisée et c'est de ça qu'on vivait. Et vous avez aujourd'hui beaucoup d'exemples animaux. Vous voyez ici, c'est simplement pour vous montrer en hiver, mais il y a aussi des sécheresses, par exemple, des situations dans la sécheresse où les gens et les animaux n'ont plus rien à manger et sont obligés de vivre de leurs réserves. Et ça va pendant un certain temps, quand ça devient chronique, c'est dramatique. Mais si c'est juste pendant une certaine période, on peut parfaitement bien survivre. Et dans les pays tropicaux, c'est pendant la mousson qu'il n'y a pas de nourriture. Ça, c'est très bien étudié. Donc les populations grossissent dans les périodes où il y a beaucoup à manger, et puis après, elles remaigrissent, mais tout ça dans un corridor de poids tout à fait normal. Ici, je vous apporte, parce que ce matin, il y avait un chercheur de l'Antarctique qui vous a parlé du climat et ce qu'on pouvait lire dans les couches glaciaires de l'Antarctique. Eh bien, en Antarctique, vous avez des animaux qui jeûnent par des températures absolument incroyablement basses, et ils jeûnent en groupe, et c'est seulement la solidarité du groupe, on va revenir dans cette dimension solidaire et communautaire du jeûne, c'est seulement grâce à ça que les animaux peuvent survivre. Les températures sont tellement basses, ils n'ont rien à manger parce que la mer est à 60 km, et ils sont là pour se reproduire, donc ils vivent de leurs réserves de graisse, et quand il fait froid, ils se serrent les uns contre les autres pour garder les réserves de nourriture le plus longtemps possible. Et vous avez qu'à regarder dans le ciel, tous ces oiseaux que vous voyez à longueur d'année, ce sont souvent des oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'ils vont partir pour des milliers de kilomètres. Qu'est-ce qu'ils emportent? Ils n'ont pas de valise, ils n'ont pas de pique-nique, ni de rien. Toute leur nourriture dans leur propre corps. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, et ils volent pendant des milliers de kilomètres parfois. Bien sûr, il y en a qui meurent, mais dans l'ensemble, le gros arrive et il se nourrit sur place de nouveau. Donc ça, c'est très bien étudié. Nous travaillons avec le CNRS de Strasbourg, et ce sont des chercheurs exceptionnels qui, justement, qui étudient les animaux et le jeûne des animaux sauvages, c'est-à-dire cette stratégie de survie qu'on a trouvée, que la nature a inventée d'une façon absolument prodigieuse et qui devrait nous rassurer, nous, humains suralimentés, bien protégés. Si on jeûne quelques jours, ça ne devrait pas nous faire peur. Et là, je vous montre l'une des dernières publications. Si vous êtes médecin, vous avez des publications dans Nature, c'est des publications que tout le monde lit, qui sont le top du top du top. Mais ça, c'est des Français de Strasbourg qui ont inventé des petits robots maintenant pour aller étudier les manchots de l'Antarctique pendant leur jeûne. Nous sommes des êtres humains. Je vous montre ici un exemple. Les courbes que vous voyez ici, ce sont des courbes de poids.
d'un être humain, M. Clapdor, qui est ici et qui a 85 ans et qui jeûne depuis l'âge de 40 ans. Il vient dans notre clinique et chaque année, il jeûne 3 semaines. Et donc, on voit qu'en fait, bon, il fait comme les manchots de l'Antarctique ou comme les oiseaux migrateurs. Il a un poids maximum, un poids minimum, et puis entre ces jeûnes, et après, évidemment, il reprend du poids, mais il reste à un poids normal, et ça lui permet d'arriver à l'âge de 85 ans sans avoir une seule maladie. Pour vous dire, au fond, à quoi peut nous servir le jeûne, il y a 3 dimensions dans le jeûne, mais peut-être j'anticipe et pour vous dire au fond, qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Donc, vous avez cette aptitude, vous avez cette possibilité. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si par exemple, vous décidiez, je vais jeûner, est-ce que vous allez sortir de cette conférence, vous allez arrêter de manger? Ce n'est pas le but. Il faut préparer un jeûne, ça se fait dans certaines conditions. Mais il y a des écoles de sagesse et de philosophie, comme celle de Platon, où on prétend que Platon demandait un jeûne de 40 jours à ses élèves. Ça, c'est vous qui pouvez nous dire si c'est vrai. Comme exemple de maîtrise de soi, comme exemple de capacité de gérer son propre organisme et d'aller à la limite de ses réserves. Parce que 40 jours, ce sont aussi les 40 jours bibliques qu'un être humain de poids normal peut tenir. C'est-à-dire, moi, si je commençais à jeûner, dans de bonnes conditions, très probablement que j'arriverai à tenir dans les 30-40 jours. Sans problème, vraiment. Ça peut vous paraître invraisemblable, mais c'est très simple à calculer. Et il y a un scientifique qui s'appelle Cahill qui a fait ces calculations dans les années 70, et elles sont toujours valables aujourd'hui, c'est toujours celles qu'on cite. On sait combien de graisse un être humain a en réserve. Il a 10 kg de graisse, 3 kg de protéines mobilisables, un petit peu de sucre, et ça permet de tenir 40 jours. Si on a 10 kg d'excès de poids, on peut tenir jusqu'à 100 jours de jeûne. Et ça a été publié, ça a été fait. Je ne dis pas qu'il faut le faire, il ne faut pas forcément pousser la machine jusqu'à ses limites, mais c'est possible, et c'est toujours rassurant de se dire que c'est possible. Il peut arriver qu'un jour, on reste coincé quelque part sans avoir de nourriture. Eh bien, il ne faut pas se dire, dans 3 jours, je vais mourir. Ce n'est pas du tout le cas. On a des bonnes réserves, et au fond, jeûner, ça veut simplement dire passer d'un métabolisme où on mange de la nourriture extérieure à un métabolisme où on mange de la nourriture qu'on a mis en réserve. Vous voyez, c'est symbolisé ici, où vous mangez, et puis vous assimilez la nourriture, une partie va dans les réserves, ensuite vous arrêtez de manger, et puis c'est ces réserves qui vous nourrissent et qui nourrissent les cellules. Donc en fait, on dit, oh, comment est-ce qu'on peut ne pas manger? Moi, après 24 heures sans manger, je ne tiens pas le coup. Mais vous n'êtes pas sans manger, les cellules reçoivent à manger, seulement c'est la nourriture intérieure. Et c'est tout ça, simplement ça qu'il faut comprendre. Imaginez-vous, pendant 10 ans, nous avons fait une summer school pour des étudiants en médecine. Et ça durait 10 jours. Et je demandais toujours aux étudiants, on avait des groupes de 25 à 30, qui est-ce qui veut jeûner et qui est-ce qui veut manger? Et alors, en général, ça se séparait en 2 groupes. On avait un groupe de jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ce groupe de jeûneurs, il arrivait, on leur donnait un petit dîner, un petit repas, et puis le lendemain, on faisait une monodiète, et le jour d'après, on leur donne une purge pour vider les intestins, et puis on les met dans un rythme où on va faire que le processus de passer au jeûne se mette en route. Comment ça se passe? Au début, le sucre baisse dans le sang, il y a toutes les hormones qui changent, toute l'activation génétique qui change, et se met en route le programme du jeûne. Et alors, nous, on a toute une façon de faire. À midi, on fait une pause avec une compresse sur le foie, on prend un jus de fruits pour avoir un petit apport. Et puis ensuite, on fait des promenades, on fait de l'exercice physique, il y a des conférences, enfin bref, ils vivaient d'une façon normale. Et les autres mangeaient comme d'habitude. Dans les 3 premiers jours, ceux qui jeûnent avaient un peu des difficultés, ils étaient un peu fatigués, il y en avait qui avaient un peu mal à la tête, ou qui se disaient « mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce groupe? J'aurais bien mieux fait d'aller dans l'autre ». À partir du 3e jour, les jeûneurs et les jeûneuses sont branchés sur leur métabolisme interne, mobilisent leur graisse pour nourrir leurs cellules, et ils commencent à aller beaucoup mieux. La faim disparaît complètement, et la personne vit sur un autre plan de conscience, mais aussi métaboliquement parlant. Et il y a énormément de recherches sur cet état de jeûne maintenant par rapport aux sciences de la longévité, car on sait que jeûner périodiquement et régulièrement, ça allonge la vie en bonne santé de tous les organismes, que ce soit des levures qui ont une cellule, les vers de terre, les mammifères et l'être humain. On peut allonger la vie d'organismes
en les faisant jeûner périodiquement. Et on augmente aussi leur résistance au stress. Donc dans ces groupes-là, on avait 2 groupes, et puis petit à petit, les jeûneurs étaient dans cet état, ils n'avaient plus besoin de manger de l'extérieur. Et puis les autres étaient évidemment fatigués après les repas, ils avaient toutes ces variations, puis de temps en temps ils mangeaient quelque chose qui ne leur convenait pas, tandis que les autres allaient très très bien. Donc ce sont des expériences que moi j'ai faites avec des groupes d'étudiants et qui ont énormément resserré les communautés. Et on arrive à l'autre dimension du jeûne. Ça c'est juste pour vous montrer un auteur, un Allemand, un grand sportif qui a fait 40 jours de jeûne et qui a écrit un livre là-dessus. Il n'a pas l'air d'être famélique, je me suis dit que je vous montrerais cette idée. Je vais vous parler des dimensions du jeûne, c'est-à-dire pourquoi jeûner sur le plan médical, pourquoi jeûner sur le plan communautaire, comme je vous le disais, et puis aussi peut-être pourquoi jeûner sur le plan spirituel. Alors si on passe au plan médical, c'est facile à comprendre. Donc, en l'occurrence, nos cliniques ont été fondées par un docteur Boehringer qui a jeûné 19 jours parce qu'il avait une polyarthrite. Une polyarthrite, c'est une maladie des articulations qui est gravissime et qui fait que petit à petit, toutes les articulations sont inflammées. On peut progressivement plus bouger. À l'époque où il l'a contracté, il n'y avait pas de traitement. Donc sa perspective, c'était tranquillement d'arriver dans un fauteuil roulant. Et quelqu'un lui a dit « Mais pourquoi tu n'essayes pas le jeûne ?» Et il a fait ce jeûne pendant 19 jours et il a été guéri complètement. Donc ça, c'est le grand-père de mon mari. Donc c'est une histoire connue et qui aujourd'hui, on a fait toute une revue de la littérature sur la polyarthrite et le jeûne, et ce qu'on appelle une méta-analyse. Et ça démontre très clairement qu'il y a suffisamment d'études qui documentent que l'inflammation disparaît et diminue. C'est quelque chose qu'il faut avoir expérimenté. Si vous avez une personne qui arrive avec une arthrite des doigts, par exemple, une arthrite des doigts qui n'arrive pas, il arrive là, ses doigts sont gonflés, etc. Après une semaine de jeûne, la plupart du temps, ils peuvent de nouveau bouger les articulations. Ça, vous allez dire, c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie, c'est quelque chose que je vois quotidiennement, que j'ai déjà expérimenté sur moi-même et qui s'explique parfaitement bien scientifiquement, car le jeûne diminue la propension des cellules à l'inflammation. Donc, a un impact très direct sur tout ce qui fait mal et tout ce qui est gonflé, chaud, douloureux. Par exemple, si vous avez une allergie au pollen de bouleau, comme c'est mon cas, vous jeûnez et les symptômes diminuent. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri de sa maladie, mais ça veut dire qu'on peut agir sur le symptôme, et ce qui rend la vie beaucoup plus facile. Donc, vous avez ici un outil passé à l'état de jeûne d'une façon bien faite, on ne peut pas faire ça n'importe comment, permet de diminuer l'inflammation dans pratiquement tous les systèmes, donc de diminuer les douleurs et de diminuer les raideurs. Ce docteur Boehringer, qui a vécu ça dans son propre corps, qui était complètement guéri, a créé des cliniques, et ça c'est dans notre famille. Nous avons maintenant 3 générations, nous sommes la 3e génération, et la 4e génération se prépare à reprendre. C'est une entreprise familiale, petite, mais comme dans beaucoup de ces entreprises familiales, c'est une niche qui a pendant beaucoup d'années eu une grande clientèle, et maintenant ça explose complètement parce qu'il y a beaucoup de recherche et d'intérêt des gens. Ça, c'est juste pour vous montrer un peu, pour que ça devienne un peu concret. Ça, c'est la clinique en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, au bord d'un lac qui s'appelle le lac de Constance, avec 150 chambres, quand même une très très grande équipe. Et puis ça, c'est la clinique en Espagne, sous les palmiers, un peu moins mais quand même aussi assez grand, 130 chambres, 200 employés. L'une est fondée en 1953, l'autre en 1973. Et ma définition du jeûne, pour que peut-être vous la fixiez, jeûner est la capacité de vivre pendant un certain temps de la nourriture mise en réserve sous forme de graisse dans le corps. C'est ce que je vous ai dit. Décider librement et effectuer dans le respect de la physiologie, il peut être une thérapie et un chemin de spiritualité. On va voir ce que ça veut dire, ces 3 dimensions. Donc, la dimension médicale, diminution de l'inflammation, diminution de l'obésité. Évidemment, si vous ne mangez plus, vous utilisez votre graisse, l'obésité va diminuer, la pression artérielle qui pouvait être élevée va s'abaisser, et vous pouvez guérir un diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie de la pléthore. Quand on change de style de vie, le diabète peut parfaitement cesser. On peut quitter l'insuline
tout ça, c'était des paradigmes d'hier. Aujourd'hui, on sait très bien que par des jeûnes réguliers, en remettant le jeûne que nous avons comme être humain à vivre, par exemple en hiver dans nos pays, ou de le remettre d'un coup ou en plusieurs étapes, ça permet à l'organisme d'utiliser ses réserves et de régénérer ses cellules. C'est un petit peu comme les arbres. Chaque hiver, les arbres perdent leurs feuilles, ceux qui les perdent, et puis après, ils les régénèrent au printemps. Et quand vous faites un jeûne, c'est exactement la même chose. Vous êtes dans une certaine situation, dans un certain état, et puis quand vous reprenez la nourriture, il y a une régénération cellulaire extraordinaire, et on est en plein dans le changement de paradigme en médecine, car un chercheur américain du nom de Mattson a fait des publications sur la régénération même des neurones, par exemple dans la zone de la mémoire. Aujourd'hui, ce n'est plus des fables. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé au jeûne, je voyais des choses extraordinaires, mais je ne pouvais pas les expliquer. Aujourd'hui, on peut carrément les expliquer. Donc, il y a une phase de régénération après qui nous permettrait, d'après ces chercheurs, si on fait des jeûnes réguliers, de régulièrement régénérer notre organisme, non seulement refaire des synthèses de protéines, mais aussi de régénérer à partir des cellules souches, qui sont des cellules comme des cellules fétales, donc complètement neuves. On n'est pas obligé, on pourrait théoriquement mourir à 110 ans en parfaitement bonne santé. Pourquoi pas l'idée de mourir en bonne santé? Je trouve que c'est assez attractif. Donc, dans la dimension médicale, on va avoir des surprises. Probablement que ça permet de lutter contre le cancer, soit en prévention, soit en adjuvant d'une chimiothérapie, par exemple. Et vous avez des maladies les plus surprenantes avec lesquelles il y a de la recherche dans le jeûne maintenant, comme par exemple le Parkinson, la démence, qui va toucher tellement de nos compatriotes, et nous-mêmes peut-être un jour, enfin pas moi j'espère, parce que je jeûne régulièrement, mais on peut vraiment limiter les chances, on peut avoir une action préventive sur toutes ces maladies qui sont liées à l'âge. Les maladies liées à l'âge, on sait, c'est celles qui arrivent vers 50, 60 ans, c'est l'infarctus, c'est le cancer, c'est la démence, c'est le Parkinson. Le corps se détériore avec l'âge, la mauvaise alimentation et la génétique aussi. Donc la dimension médicale est une dimension qui peut faire que si vous apprenez à jeûner quand vous êtes en bonne santé, vous avez un outil extraordinaire qui pourra vous être utile à vous ou à quelqu'un de votre famille un jour ou l'autre. Ce qui est intéressant pour vous à votre âge, et peut-être si vous êtes en bonne santé, c'est l'aspect communautaire. Quand on jeûne ensemble, on a une espèce on crée une communauté presque existentielle. Quand on jeûne, on n'a plus 10 voitures dans le garage, où on n'est plus d'une nationalité ou d'une autre, ou d'une couleur ou d'une autre. Tous les êtres humains dans le métabolisme du jeûne sont les mêmes. Et en plus, un peu comme les manchots de l'Antarctique, quand on jeûne, quand on n'a pas de nourriture, on n'a pas intérêt à dilapider les réserves d'énergie. Et qu'est-ce qui dilapide les réserves d'énergie le plus? C'est les conflits, c'est le stress. Donc, les jeûneurs et les jeûneuses sont assez pacifiques. Et il y a, par exemple, dans notre clinique, nous avons un public extraordinairement international, très souvent des gens qui arrivent de pays qui sont en guerre. Mais il n'y a jamais de problème, même dans la multiculturalité. Donc le jeûne rend tolérant à l'autre, rend ouvert. Et c'est une communauté tout à fait passionnante, car il y a des jours où les uns vont vont très très bien, se sentent bien, détendus, sereins, et d'autres ont une petite difficulté. Donc le groupe, c'est un outil extraordinaire communautaire, un peu comme la méditation. D'ailleurs, il y a beaucoup de ressemblances entre la méditation et le jeûne. On dit la méditation. Donc, le jeûne, c'est l'absence de nourriture. Ça va avec le silence, qui est l'absence de parole. Et la méditation, c'est l'absence d'activité mentale. Donc, se mettre volontairement dans une situation où, pour un certain moment, on ne parle pas, pour un certain moment, on ne mange pas de nourriture extérieure, mais on laisse la nourriture intérieure être utilisée, et où on essaye de ne plus penser, c'est un outil social extraordinaire d'intégration et d'apprentissage de la tolérance. L'aspect spirituel va avec ça, c'est qu'au fond, pour une raison qu'on va peut-être élucider, le jeûne rend plus léger physiquement, mais aussi mentalement et aussi spirituellement. C'est-à-dire l'angoisse diminue. C'est un très bon antidépresseur, un léger euphorisant. Il y a des gens qui peuvent être même parfois très euphoriques. Et un moment de bien-être intense
et où vous avez de l'espace. Une journée où on jeûne, vous n'avez pas besoin de faire des courses, vous n'avez pas besoin de préparer à manger, vous n'avez pas besoin de digérer, vous n'avez pas besoin de se fatiguer après faire la vaisselle. Donc, on ouvre un espace de temps, mais aussi un espace intérieur, car on n'est pas dans le niveau matériel, on est dans un niveau un peu dématérialisé. C'est une expérience à faire avec une bonne guidance. Il ne faut pas improviser un jeûne n'importe comment, car c'est un outil très puissant. Ça fait quelque chose avec nous, et on peut aussi dérailler, on peut tomber par exemple dans l'anorexie. Je pense que les anorexiques sont des personnes qui inconsciemment sentent cette bien-être provoqué par le jeûne et qui veulent y rester. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Donc, jeûner doit être accompagné, doit être en général fait dans un groupe selon des règles bien précises. Si on est malade, c'est une toute autre situation parce qu'il y a des médicaments. Et quand il y a des médicaments, le jeûne ayant souvent la même action que les médicaments, ça peut être dangereux. Donc il faut avoir un contrôle médical, il faut être accompagné médicalement. Mais si on est en bonne santé et qu'on a des bonnes situations, vous pouvez vraiment faire cette expérience tout à fait exceptionnelle. Je vous donne juste une petite liste parce que je ne voulais pas trop insister là-dessus, sinon ça nous prendrait beaucoup de temps et j'aimerais vous ouvrir aussi à d'autres dimensions. Mais qu'est-ce qu'on peut soigner sur le plan physique? Vous avez toute la colonne de gauche, c'est les maladies métaboliques. C'est aujourd'hui évidemment les maladies les plus fréquentes, l'obésité, 60% des populations, et chez les gens jeunes d'ailleurs. Ce que j'ai vu sur les tables aujourd'hui, c'est en général le premier pas vers l'obésité, car vous avez au fond, c'est une toute autre alimentation qu'il faudrait avoir pour être en forme et pour être à long terme, je dis, garder un poids normal. Tant qu'on fait de l'exercice, qu'on est jeune, ça va. Mais quand on commence à vieillir ou quand on arrête de faire de l'exercice physique, à ce moment-là, cette alimentation est une alimentation qui amène aux maladies métaboliques d'aujourd'hui. Et vous avez la possibilité de les éviter. J'aimerais juste vous rappeler que l'alimentation d'aujourd'hui est une alimentation essentiellement livrée par l'industrie. Ce n'est pas un mal, car autrefois, c'était les femmes qui faisaient ça. C'était les mères de famille, elles avaient souvent un jardin, elles allaient faire les achats au marché, elles passaient leur journée à faire la nourriture, passaient leur journée à laver, à préparer le repas suivant. Aujourd'hui, la femme est dans le monde du travail. Je suis la première à m'en réjouir, qu'on n'est pas obligé de choisir ce rôle, mais qu'on a le droit de le choisir si on est fait pour ça, et qu'un homme a aussi le droit de choisir d'être à la maison et de s'occuper du foyer, de la famille, et je pense que c'est une extraordinaire occupation, mais c'est bien d'avoir le choix. Grâce à ça, on peut travailler, on peut faire un métier qu'on aime, on peut se développer aussi sur d'autres plans que juste celui de la famille, mais le corollaire, c'est qu'il n'y a plus personne pour cuisiner. Je ne sais pas si vous avez encore vu votre mère, votre père, ou quelqu'un, une tante ou une cuisinière, si vous avez une famille qui a les moyens, faire la cuisine, éplucher, couper, faire frire, faire... Oui, oui. Vous avez qui a déjà vu ça dans son quotidien? Une cuisine qui marchait. Ou alors vous devez être déçus ici. Quand même? D'accord. Vous avez de la chance. Est-ce que vous allez pouvoir avoir pour votre famille ce rôle-là? Est-ce que vous pouvez aller au marché? Ça, ce sont des questions importantes à se poser, car vraiment, la santé commence par retrouver la nourriture ou alors éduquer les industries à travailler mieux pour nous que ce qu'ils nous proposent actuellement. Ça, c'est notre rôle de consommateur, très certainement aussi. Mais vous voyez, la cuisine à la maison, c'est une chose, la cuisine industrielle, c'en est une autre. Donc, la cuisine industrielle, et le manque d'exercice physique, le stress, enfin, le style de vie d'aujourd'hui, tente à nous amener de ce côté-là. Et si on veut corriger ça, le jeûne est le premier pas, parce qu'on remet les pendules à zéro et ensuite on essaye de voir comment est-ce qu'on peut se nourrir différemment. Puis ensuite, vous avez les maladies qui sont des maladies inflammatoires sur lesquelles le jeûne a aussi une action, comme je vous disais, en diminuant l'inflammation. Et puis, vous avez toute une recherche en ce moment sur l'utilisation du jeûne pour le cancer. Dans l'épilepsie, c'est déjà très bien publié. On guérit des enfants épileptiques en les faisant pas jeûner, mais en les faisant jeûner courtement, parce qu'on ne peut pas faire jeûner des enfants.
plus que 24 heures. Mais ensuite, on les met à un régime qui imite le jeûne. C'est un régime qu'on appelle cétogène. Et puis ensuite, vous avez des maladies comme la sclérose en plaques, le Parkinson, l'Alzheimer. Et on essaye de voir maintenant si, par exemple, comme adjuvant de la chimiothérapie, le jeûne pouvait avoir un effet. Ça, je vous montre simplement qu'il y a tout un aspect médical dans l'accompagnement du jeûne, mais beaucoup aussi un aspect de groupe, d'exercice, de rééducation physique, beaucoup d'attention, car les gens ont besoin qu'on les suive quand ils ont une difficulté, ou bien on peut avoir tout d'un coup au niveau émotionnel, puisqu'on n'a pas les béquilles habituelles qui sont la nourriture, le travail, etc. Vous pouvez avoir tout d'un coup des traumatismes anciens ou des conflits qui remontent, et ça, c'est l'occasion vraiment de les travailler. C'est une très, très bonne occasion de faire un travail psychothérapeutique ou de coaching à ce moment-là. On a aussi l'éducation à une alimentation différente. Et dans notre système de jeûne, Buchinger Wilhelmi, c'est un programme qui a été mis au cours de toutes ces générations au point. On rajoute un peu des jus de fruits, un petit peu de bouillon de légumes et un peu de miel dans le thé, beaucoup d'eau. C'est une façon de faire qui permet un passage au jeûne en douceur. On a l'occasion justement de faire des groupes de discussion, des groupes psychothérapeutiques, et puis lire, écouter de la musique, être créatif, toutes ces activités qu'on a peu dans le quotidien. Au niveau de la spiritualité, vous avez beaucoup de pratiques religieuses. Pratiquement toutes les pratiques religieuses connaissent des périodes de jeûne. Probablement parce que ça resserre les liens de la communauté, et puis parce que malgré tout, la dimension spirituelle, la prière, la méditation sont différentes. On peut être beaucoup plus focusé quand on ne mange pas que quand on mange, si on est bien rentré dans le processus. Si évidemment vous avez l'impression d'être affamé, vous avez tout le temps faim, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas nécessaire. Le jeûne, c'est un processus où on rentre dans un autre métabolisme où il n'y a plus faim. La faim n'existe plus, on n'a pas rassasié, mais on est dans un état d'absence de besoin, de non-besoin. Et là, le christianisme, par exemple, je suis venue ici, vous m'avez fait chercher par un chauffeur de la Guadeloupe qui m'a raconté que lui faisait le jeûne chrétien, le carême, 40 jours, qui mangeait que du riz, et j'étais très stupéfaite. En tout cas, ça semble dans certaines communautés chrétiennes encore être un thème, mais pour la plupart, ça s'est un petit peu dilué. Chez les Juifs, le Yom Kippour est la journée du grand pardon. C'est un jour qui est précédé par toute une liturgie et qui culmine au jour du Yom Kippour, où finalement les gens ne mangent pas et ne boivent pas pendant une journée, ce qui est super facile. Mais comme l'habitude n'est plus prise, très souvent les gens en ont très peur. Et moi, des fois, je me dis, j'aimerais bien leur montrer comment est-ce qu'on pourrait faire pour rentrer facilement dans cette journée. Peut-être ça viendra un jour. Et puis, vous avez le ramadan, qui est encore un jeûne chez les musulmans, qui est encore vivant du point de vue social, du point de vue religieux. Mais le ramadan c'est un jeûne, disons, diurne, c'est-à-dire on mange pas pendant la journée, du lever au coucher du soleil, mais après on a le droit de manger la nuit. En principe, on devrait manger frugalement. Mais beaucoup de gens pratiquent le ramadan aujourd'hui en mangeant trop le soir. Et donc finalement, ça perd son sens, car les gens ne rentrent pas dans le métabolisme du jeûne. Donc l'être humain a tendance à toujours, quand il y a un vacuum, quand il y a une vacance, à le remplir. Donc il faut être vigilant que le jeûne spirituel ne perde pas son sens, au contraire qu'il garde son sens pour qu'on puisse garder ses traditions. Et dans la tradition indienne, vous connaissez peut-être Gandhi qui a au fond utilisé le jeûne comme un ressourcement spirituel pour pouvoir continuer sa lutte. Ce n'était pas une grève de la faim comme on pense parfois, mais c'était vraiment un exercice spirituel. Et Gandhi a dit cette phrase que je trouve tout à fait exceptionnelle. Il a dit « Le jeûne est pour le monde intérieur ce que les yeux sont pour le monde extérieur. Le jeûne est pour le monde intérieur ce que les yeux sont pour le monde extérieur. » Ça veut dire au fond qu'on a une capacité de percevoir d'autres réalités en état de jeûne
que l'on n'a pas quand on a l'estomac plein. Et ça, c'est une dimension qui, pour certaines personnes, est ce qui les attire le plus dans l'exercice. Et je voulais juste vous montrer, parce qu'on a commencé, disons, depuis quelques années, à faire rejoindre la recherche internationale. Et nous avons fait des échelles visuelles. Je pense que ça existe aussi en économie. Par exemple, si vous voulez demander à quelqu'un son bien-être, vous lui dites « Comment vas-tu ?» La personne répond « Ça va ». Mais si vous lui dites sur une échelle de 0 à 10 « Comment vas-tu ?» alors là, ça devient plus serré. Et on a fait ça pour nos patients. Et là, ce n'en sont que 10, mais nous en avons 2300 qui ont rempli ces questionnaires. Et vous voyez que le bien-être, aussi bien physique qu'émotionnel, s'améliore au cours d'un jeûne. Et ça, c'était un jeûne de 15 jours. Et vous voyez que du début à la fin, vous avez une amélioration aussi bien du bien-être physique que du bien-être psychique. C'est complètement contre-intuitif pour quelqu'un qui n'avait jamais jeûné, car la plupart des gens pensent qu'on va se sentir terriblement mal, que c'est impossible. Et vous voyez ici, quand c'est bien conduit, là bien sûr les gens chez nous sont bien conduits, c'est-à-dire on s'occupe vraiment beaucoup d'eux sur tous les plans, eh bien c'est ça le résultat qu'on obtient. Nous avons une fondation justement pour pouvoir faire de la recherche, car une tradition aujourd'hui doit être appuyée par des résultats, on doit pouvoir démontrer ce qu'on fait. Et nous avons fait par exemple une conférence de consensus d'experts qui a été republiée en 2013. Et là, vous avez un exemple, par exemple, toute la recherche que nous pratiquons se fait avec par exemple le professeur Longo. Ça, c'est le grand coryphée du jeûne aujourd'hui il est le directeur à l'University of South California de l'Institut de gérontologie. Et c'est lui qui est vraiment le leader de la recherche sur la longévité et le jeûne. Ça, c'est quelqu'un, vous pouvez regarder sur Internet la page qui s'appelle fasten.tv, comme la télévision, .tv. Et là, vous aurez toutes les conférences. Ça, c'est le professeur Le Mao, qui est à l'Académie des sciences et qui est le grand chercheur sur le jeûne des manchots, des oiseaux migrateurs. Et là, ce sont les dernières recherches justement sur, par exemple, la restriction calorique et le jeûne dans la lutte contre le cancer. Et ça, ce sont des publications dans des journaux comme Cell, Nature. C'est le top du top des journaux. Donc c'est un thème aujourd'hui qui n'est plus seulement alternatif, mais qui commence à devenir vraiment un changement de paradigme. Ça, c'est par exemple un groupe de recherche que nous avons fait avec 16 volontaires, enfin des personnes qui sont venues pour faire un jeûne pendant 10 jours complets, plus 4 jours de reprise alimentaire. Et les chercheurs du CNRS, et nous avons fait des examens, on les a analysés des pieds à la tête pour pouvoir démontrer, par exemple, que le jeûne ne fait pas perdre la masse musculaire. C'est pour vous donner des exemples de recherche. Voilà. Alors, j'en terminerai avec la citation de Florence Servan-Schreiber, qui est une journaliste, professeure de bonheur, et qui dit « J'ai eu peur d'avoir... avant son jeûne. J'ai eu peur d'avoir faim, j'ai eu peur d'avoir froid, j'ai eu peur d'être seule, j'ai eu peur de l'ennui. Je n'ai jamais eu faim, j'ai parfois eu froid, j'ai adoré être seule, j'ai trouvé des amis pour la vie. » Et ça, c'est souvent le changement, disons, de paradigme qu'on peut faire quand on fait l'expérience du jeûne et que j'espère vous aurez envie peut-être une fois de faire. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence, encore très inspirante pour nous. On a déjà une question là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Quelles sont vos recommandations pour la préparation de ce jeûne et est-ce qu'il existe une période dans l'année qui est recommandée? Si vous voulez suivre la période physiologique, c'est l'hiver. Mais en hiver, ce n'est pas très facile parce qu'on a un peu froid pendant le jeûne. Ça dépend dans quelles conditions vous voulez faire un jeûne, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre frilosité. Donc si vous voulez, en principe, aujourd'hui, on n'a plus l'obligation de jeûner aux périodes physiologiques qui seraient l'hiver ou la période des moussons. Donc vous pouvez choisir comme vous voulez. Il faut avoir du temps libre, il ne faut pas être stressé, il faut prendre au moins 10 jours, une semaine avant, une semaine après, où on peut un petit peu réatterrir et faire un décrescendo et puis reprendre la nourriture.
Et donc, si vous êtes frileuse, jeûnez en été. Si vous avez... Aujourd'hui, on peut choisir au fond. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a une période qui est plus favorable ou pas. Pour les gens qui sont un peu affaiblis ou qui sont malades, l'été, c'est plus facile parce que... Mais si vous jeûnez dans une clinique, par exemple, c'est chauffé. Donc aujourd'hui, la notion climatique, on est dans la situation très agréable où on peut faire ça volontairement et choisir la période qui nous convient. Sur votre gauche. Bonjour. Bonjour. Avec quelle fréquence on doit faire des jeûnes? Si vous prenez la nature, je dirais 1 fois par an. Moi, ça, c'est ma recommandation, ce serait 1 fois par an. Aujourd'hui, toute cette recherche sur la longévité montre qu'on peut parfaitement, selon certaines pathologies, jeûner régulièrement d'une façon plus courte. Par exemple, ça serait 5 jours tous les 3 mois. Ça, c'est un modèle que prône, par exemple, Walter Longo, et qui est une espèce de compromis pour les gens qui ne peuvent pas prendre des vacances facilement ou qui ont peur de faire des jeûnes plus longs. Mais mon expérience, c'est que si par exemple on a un petit peu d'excès de poids, qu'on a des problèmes métaboliques, de l'hypertension, on a du diabète, ou on a une maladie inflammatoire, pour le jeûne thérapeutique, c'est mieux de faire des jeûnes plus longs, d'avoir peut-être 2 ou 3 semaines en tout. Ça veut dire qu'il y aura 2 jours du début, le jeûne, et puis ensuite 4 jours de reprise alimentaire progressive. Voyez. Et pour quelqu'un qui n'a pas de graisse? De graisse. Tout le monde a de la graisse, à moins que vous soyez réduit à l'état squelettique. Et si c'est le cas, il vaut mieux pas jeûner à ce moment-là. Mais quelqu'un qui n'est pas gros a à peu près 10 kilos de graisse à mobiliser. Bon, après, il deviendra assez famélique. Mais après, vous voyez, vous pouvez toujours, si vous avez une raison de jeûner, que ce soit une raison spirituelle, une raison communautaire, une raison de tester vos limites, ou pour le plaisir d'avoir la tête libre, vous pouvez parfaitement bien accepter la perte de poids. Et si vous faites de l'exercice physique, vous allez reprendre progressivement après. Vous reviendrez au poids de départ s'il était normal. Ce n'est pas tellement le problème, vous voyez. Bonjour. Bonjour. Il me semble que vous présentez quand même une version quelque peu idéalisée du jeûne. Oui. Il faut se rendre compte qu'on s'expose quand même à des risques de carence, que d'autre part, dans notre société actuelle, on a tendance à se suralimenter. Et donc, en fait, les bienfaits qu'on pourrait retrouver au jeûne seraient plutôt liés à une perte de poids et avec un risque d'effet yo-yo à la fin du dit jeûne. D'autre part, on va dégrader des corps cétoniques, ce qui va entraîner une acidose métabolique. Du coup, je ne suis pas sûr que ce soit très 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 bon pour l'organisme. Et enfin, je voudrais savoir, sur le plan du ressenti psychologique, les patients sont satisfaits, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'effet placebo du fait d'avoir dépensé des sommes plutôt qu'on imagine astronomiques pour une petite cure de jouvence, une certaine volonté d'en retirer un bénéfice? Écoutez, merci pour cette polémique. Je suis contente d'avoir des rires dans la salle. Ce sont des arguments qui sont quand même qu'il faut écouter, auxquels il faut répondre. Votre premier argument, c'était de dire, au fond, c'est bon pour les gens qui ont de l'excès de poids. Oui, mais c'est bon de savoir que vous avez cette capacité en vous. Bien entendu, si vous avez un style d'alimentation, que vous avez une façon de manger qui est complètement désordonnée, ce qui est le cas pour beaucoup de gens, vous allez peut-être faire un jeûne et puis après vous replongez dans la nourriture, c'est-à-dire, donc ça c'est pas un bon plan, ça c'est sûr. Si vous avez un dérèglement du comportement alimentaire, que vous vous disciplinez, que vous vous retenez et qu'ensuite vous lâchez tout et vous reprenez tout, c'est jamais bon. Mais ça c'est pas bon avec le jeûne, c'est pas bon avec aucun régime. Ça voudrait dire qu'il faudrait rester gros toute sa vie, ce qui est pas bon non plus. Donc si vous voulez, on essaye. Et si vous le faites dans une clinique idyllique, comme vous dites, qui coûte énormément d'argent, vous avez plus de chances que vous le fassiez dans de bonnes conditions et que vous appreniez à manger différemment et à vivre différemment après, ce qui fait que vous n'aurez probablement pas cet effet de rebond. Et j'aimerais juste vous dire une chose par rapport au prix, qui est quand même très intéressante. Le prix d'une journée d'hôpital ici, que vous ne payez pas de votre poche, c'est à peu près 10 fois plus que le prix de la plus grande suite qu'on puisse avoir dans une clinique comme la nôtre. Donc, il faut faire la différence dans la médecine entre ce que vous payez de votre poche
et ce qui est payé par la sécurité sociale, qui est quand même payé de votre poche, mais indirectement. Donc tout ça pour le prix, une journée d'hôpital, où souvent on met des gens à l'hôpital qui sont au fond, qu'on pourrait traiter d'une autre façon, ça coûte énormément d'argent, souvent inutile. Quant au corps cétonique, je ne sais pas si vous êtes médecin ou si vous avez une connaissance là, ce sont des corps qui sont en ce moment étudiés. Les corps cétoniques, ce sont des substances qui sont produites par la mobilisation des graisses. Quand on mobilise les graisses, le cerveau n'aime pas vraiment les graisses telles quelles. Elles sont transformées dans le foie en corps cétoniques. Peu importe ce que sont ces corps cétoniques, ils sont acides, mais ils n'entraînent pas une acidose métabolique du tout. Ça, c'est les diabétiques qui en ont, mais pas les jeûneurs. Et les corps cétoniques semblent avoir un effet extraordinairement thérapeutique. Par exemple, si vous prenez toutes les maladies neurologiques, et tout l'effet anti-vieillissement, il est marqué par la diminution de l'insuline, par la diminution de substances semblables à l'insuline et par l'augmentation des corps cétoniques. C'est un indice que la personne est dans un métabolisme où vous avez une lutte contre le vieillissement. Donc, gardez à l'idée que les corps cétoniques, c'est quelque chose qui vont être bien réétudiés maintenant et qui vont probablement être considérés comme un effet, disons, des substances extraordinairement positives pour notre cerveau et pour notre organisme en général. Ce sont en principe les substances aussi qui enlèvent le sentiment de faim, donc qui permettent à un jeûne d'être fait dans des conditions au fond très agréables. Oui. Bonjour, j'ai lu beaucoup de livres sur le fait de préconiser le jeûne pour guérir le cancer, avec l'idée qu'on ne nourrit plus les cellules cancéreuses, donc du coup, ça soigne. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Écoutez, c'est un peu simpliste, mais l'idée, enfin, je vais un petit peu juste développer cette idée qu'on ne nourrit plus les cellules cancéreuses. Il est vrai que les cellules cancéreuses sont des cellules extraordinairement dégénérées. Et elles savent faire qu'une chose, c'est se multiplier. Elles ne respectent plus les voisins, elles ne respectent plus rien, mais elles savent que se multiplier, elles consomment énormément de sucre. Et elles sont aussi stimulées par les protéines, certaines protéines, mais essentiellement par le sucre. Donc, quand vous arrêtez de manger, c'est-à-dire quand vous jeûnez, vous avez à ce moment-là un métabolisme qui est basé sur la graisse, c'est-à-dire vos propres graisses. Votre menu du jeûneur et de la jeûneuse, c'est graisse, 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 un peu de protéines. Donc, pas de sucre. Et vous avez tous les facteurs de croissance qui diminuent, la cellule se met dans un mode de protection. Et dans ce mode de protection, c'est comme si elle se baissait. Il y avait une attaque, elle se baisse, elle se met dans un mode de protection, elle ne grandit plus, elle ne se multiplie plus, elle ne consomme plus de glucose, elle consomme de la graisse. La cellule cancéreuse, elle ne sait faire que grandir. Grandir, 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 se multiplier. Elle a besoin de sucre, de sucre, de sucre. Elle n'en reçoit plus, elle continue à grandir et donc elle est extraordinairement affaiblie. Et très probablement, donc il y a des modèles animaux où on a pu guérir des cancers juste avec le jeûne. Mais personnellement, je pense, et ce que pensent aussi les chercheurs, on va probablement affaiblir les cellules cancéreuses par des jeûnes, mais il faut bien les doser, ce n'est pas toujours facile. Il y a des gens qui sont déjà extrêmement amaigris, ce ne sera pas facile. Il y aura peut-être des jeûnes modifiés qui vont sortir pour ça. Et quand elles sont affaiblies, ces cellules, vous les traitez par de la chimiothérapie, etc., qui, en état de jeûne, provoque moins d'effets secondaires. Ça, c'est la théorie actuelle, et ce n'est pas juste une théorie, c'est étayé par une recherche animale, par une recherche épidémiologique. Il y a vraiment maintenant suffisamment d'arguments pour que je n'ai pas besoin de mettre des bémols quand je vous réponds que c'est très probablement la direction, ça sera le jeûne comme adjuvant pour affaiblir les cellules avant de les attaquer. Et d'ailleurs, vous avez des publications là-dessus chez les animaux. Bonjour, merci pour votre intervention. Je suis à titre personnel assez convaincu par le jeûne. J'ai vu que vous aviez une fondation qui finançait des recherches sur le jeûne. Je voulais savoir dans quelle mesure vous prévenez les conflits d'intérêts pour garantir le sérieux de ces recherches et pas que votre fondation devienne un centre d'influence pour le jeûne. Oui, si vous voulez, dans le domaine où on se trouve, pour l'instant, le risque est très très faible. Car nous avons essayé de faire un petit peu le modèle américain, c'est-à-dire de demander à des patients qui ont été guéris ou qui sont contents de financer, mais ça ne marche pas très très bien. Donc pour l'instant, cette fondation, bien sûr, vous pouvez parler de conflit d'intérêts, mais vous pouvez aussi dire qu'il y a peu d'endroits où vous pouvez vraiment étudier l'être humain qui jeûne dans de bonnes conditions.
Par exemple, en Amérique, ils ont les comités d'éthique qui interdisent, qui ont peur qu'on fasse plus que 4 ou 5 jours. Or, nous avons l'expérience. En Allemagne, ce n'est pas le cas. Nous avons fait des études avec la Charité. C'est une clinique universitaire énorme en Europe. Et là-bas, ils ont l'habitude de faire des études sur le jeûne, donc ils permettent le temps qu'on veut. Vous voyez, il y a des différences dans les comités d'éthique parce que l'ignorance est immense dans ce domaine-là. Donc, pour l'instant, la recherche qu'on fait, c'est une recherche de base et on a des partenariats avec des gens, par exemple le CNRS, ils sont financés par la recherche de l'espace. Car vous avez dans l'espace un cosmonaute qui part dans une fusée, va être d'abord en microgravité, puis ensuite très confiné, donc il ne pourra pas bouger, et il perd de la masse musculaire, il perd de la masse osseuse. Donc avec eux, on essaye de voir, parce que l'ours polaire, c'est ce qu'ils étudient aussi, ne perd pas de masse osseuse, ne perd pas de masse musculaire pendant qu'il jeûne et qu'il ne bouge pas du tout. Alors on essaie de voir quelle est la différence entre un cosmonaute, un ours polaire et un jeûneur dans notre clinique. Vous voyez, ça c'est les conflits d'intérêts, vous pouvez toujours les voir, mais vous voyez, les conflits d'intérêts, c'est surtout au niveau de l'industrie pharmaceutique. Je veux dire, tant qu'une méthode n'est pas remboursée, vous ne pouvez pas faire des 1000 et des 100. Ça existe aussi dans le domaine alimentaire et ça existe d'une manière assez développée, par exemple avec l'industrie de l'amande, où on nous conseille de manger beaucoup d'amandes, ce qui est censé améliorer notre résistance au cancer, notre qualité, notre bien-être. Et en fait, on constate que ces études, elles sont commandées par les producteurs d'amandes. Et finalement, au niveau de l'éthique, au niveau du sérieux scientifique, on peut se questionner. Vous avez tout à fait raison, mais justement, l'exemple que vous donnez au niveau de l'amande, je pense que c'est excellent qu'il y ait des recherches qui démontrent que l'amande est une chose extraordinairement bonne. Et par contre, ça vaudrait mieux que les industries qui font du soda avec des quantités de sucre rapides, incroyables. Là, ils ne font pas d'études pour démontrer les effets positifs, parce qu'il n'y en a pas. Si vous voulez, il y a toujours ce biais-là, mais quand vous avez des méthodes qui sont naturelles, vous êtes obligé quand même de les documenter. Et pour le jeûne, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui se bousculent au portillon pour documenter ça. Si par exemple vous aviez une molécule que vous ne pouvez pas tenter et vendre, qui vous donne les mêmes effets, vous auriez des foules d'investisseurs aux portes des chercheurs. Donc il faut avoir ça en tête si ça devient quelque chose d'extraordinairement grand où il y a énormément d'argent en question, mais pour l'instant, ce n'est pas encore un problème. 2 dernières rapides questions, une première ici et puis une dernière au fond. Bonjour. J'avais une question beaucoup plus terre à terre. C'est en fait très concrètement pendant le jeûne, est-ce qu'on prend rien d'autre que de l'eau ou est-ce qu'on a quand même des petits apports? Et au niveau de l'activité physique, est-ce qu'on conserve la même activité physique? Alors moi, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, on a un style de vie qui est tellement différent de celui qu'on doit avoir dans le jeûne que c'est bien d'avoir des transitions douces, donc de donner des apports. Moi, je suis pour donner des soupes, des bouillons de légumes, des jus de fruits, un peu de sucre, un peu de miel. Ça, c'est la façon de faire qu'on a, nous. Le jeûne à l'eau me semble un peu radical pour la plupart des gens aujourd'hui. C'est très violent. Et puis après, il faudrait faire vraiment des paliers alimentaires pour descendre et remonter, ce que peu de gens ont le temps de faire. Donc moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse modifier. Maintenant, il y a toute une recherche pour voir jusqu'à quel point on peut modifier et garder les effets quand même. Donc par exemple, Longo, lui, il essaye de chercher ce qu'on appelle des fasting mimicking diets. Il essaye d'avoir les effets sans avoir vraiment le jeûne. Alors il donne, par exemple, un certain nombre d'éléments qui sont essentiellement des légumes et des bonnes graisses, parce que ça n'influence pas sur certains paramètres. Peu importe. Je veux dire, vous avez toute une possibilité de modifier le jeûne pour le rendre plus praticable, mais il faut se dire qu'avec la modification, vous perdez des fois aussi. Il faut trouver exactement ce qui est bien pour chaque personne entre les effets positifs et puis quand même que ce soit praticable. Dernière question. En face de vous. Bonjour. En fait, j'avais une question. Vous avez parlé au début de votre conférence de patients qui avaient guéri du diabète de type 2. Et enfin, je trouvais le terme, enfin, c'est quand même fort parce que c'est pas une maladie dont on peut vraiment guérir aujourd'hui. Et est-ce que c'est une guérison vraiment pérenne ou c'est quelque chose de temporaire, ou est-ce que ça permet vraiment de partir à l'inverse du phénomène de résistance des récepteurs à l'insuline? Écoutez,
Vous avez la maladie, le diabète de type 2, c'est une maladie où vous avez suffisamment d'insuline, même en excès, et c'est des récepteurs qui ne fonctionnent plus comme ils devraient. Qu'est-ce que vous faites avec le traitement médicamenteux d'aujourd'hui? Vous donnez encore plus d'insuline. Or, l'insuline, c'est l'hormone de vieillissement par excellence. Donc, si vous arrivez à cette situation d'hyperinsulinémie avec diminution de la réceptivité à cette insuline, vous y arrivez comment? En mangeant trop, en ne bougeant pas, en ayant du stress, en prenant de l'alcool, de la cigarette, enfin, tout le style de vie. Nous avons des diabétiques, la première chose qu'il faut faire, c'est leur enlever l'insuline, parce que si vous les faites jeûner avec l'insuline, ils vont tomber en hypoglycémie. Donc, vous devez absolument... Alors, c'est vrai qu'on peut, avec un jeûne, enlever tous les médicaments des diabétiques, et ils se portent à merveille, mais ensuite, il faut qu'ils changent radicalement leur style de vie. S'ils ne font pas d'exercice physique et qu'ils ne mangent pas complètement différemment, qu'ils gardent un périmètre abdominal normal, ils vont retrouver leur diabète, leur insuline et tous leurs effets secondaires à long terme. Donc quand je dis que ça peut guérir, oui. Parce que le diabète n'est pas une maladie, c'est un dérèglement. Et quand vous enlevez la situation, je ne dis pas le diabète de type 1, mais de type 2, hein, c'est-à-dire la majorité des gens. Et quand ce dérèglement est levé, les gens retrouvent... Tant qu'ils ont un périmètre abdominal normal, qu'ils font de l'exercice physique, mangent d'une façon adéquate, c'est fini. Vous pouvez guérir des diabètes. Merci beaucoup. Merci infiniment de cette passionnante conférence, d'être venu partager à la fois votre passion